Lundi, 4 janvier 1960, 13h54. L'écrivain Albert Camus, tué dans un accident d'automobile dans l'Yonne, près de Sens. Ouais, ça pourrait commencer comme ça. Mais les feuilles... Je me dis en question. Je sais pas, je m'interroge. Disons que c'est pas l'image la plus originale du monde. Et puis ça vous prend un écran parce que les projections sur le mur comme ça va pas. Oui, mais avec nos demandes de subvention au CAC, au quai, au CUC, au COC, on va en avoir des grands. Puis les feuilles, c'est un moyen tout simple d'illustrer le manuscrit trouvé dans une sacoche près de la voiture. 144 feuillets, ce qui viendra le premier homme. D'accord. Mais est-ce qu'il faut d'entrée de jeu mettre le spectateur sur cette piste? J'en suis pas sûr. Et il est évident que le premier homme est un document capital pour comprendre l'attachement quasi charnel que Camus entretient avec sa terre natale, l'Algérie. Et je crois que le spectacle doit se terminer là-dessus. Mais là, dès le début, j'ai quelques doutes. Pas seulement avec sa terre natale, Christophe, son attachement, mais surtout avec sa mère. Sur le premier feuillet, on peut retrouver intercesseur, veuve Camus, à toi, qui ne pourra jamais lire ce livre. On a aussi retrouvé 2 bouquins dans la sacoche. Le Gai savant de Nietzsche et Othello de Shakespeare, dans une édition scolaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis il y a un passeport, une enveloppe avec des photos, 2 cahiers à spirale, on prend des notes. Vous savez que dans la voiture accidentée, on n'a retrouvé qu'une partie du manuscrit en cours de rédaction. Et que Camus avait l'intention d'intituler le début de ce nouveau roman Les Nomades. Les nomades. Oui, sûrement ceux qu'on va appeler plus tard les pieds noirs. Enfin, une expression qu'il n'utilise d'ailleurs jamais. Ah, corrigez-moi si je me trompe, mais il parle tout le temps des Français d'Algérie ou des Européens. Le roman inachevé ne sera publié par sa fille qu'en 1994, soit 34 ans après, sous le titre Le Premier Homme. En tout cas, qu'on décide ou non de commencer par le premier homme, je crois qu'il faut trouver le moyen de rappeler aux spectateurs un certain nombre de faits sur l'Algérie. Ah oui, absolument. Ce ne sont pas les documents qui manquent, hein, c'est une histoire relativement récente. Qui remonte quand même assez loin dans le temps. Bon, il nous reste 6 semaines. On trouvera bien une solution pour le premier homme. Pour l'instant, j'aimerais qu'on reprenne tout ce qu'on a passé la semaine dernière. C'est Gaëtan qui commence. Tu sais, on avait parlé d'un genre de prologue. En ouverture. Ouais. L'Algérie. Ben, ce qu'il faut que tu retiennes d'abord, public, c'est que l'Algérie, c'est un grand, très grand territoire, tout au nord de l'Afrique. Mettons que l'Algérie se situe dans les Gradins, la place que tu occupes. En face où je me trouve, c'est la mer Méditerranée. Mettons que la Seine, c'est la mer, c'est la Seine. Si on plante la game des joueurs, maintenant, de l'autre côté de la mer, derrière moi, en fond de Seine, c'est la France. Je nage, d'accord. Tu as le Maroc à ta gauche, la Tunisie à ta droite, puis beaucoup plus loin par là, ben, c'est la Turquie. Bon, je vais t'expliquer après qu'est-ce que la Turquie vient faire là-dedans. Pour te donner une idée de l'échelle de grandeur du pays, mettons que l'Algérie part d'ici, du bord de la mer Méditerranée, et s'étend loin derrière toi jusqu'au Sahara. Ça, le Sahara, ça veut dire qu'en proportion, on est rendu à Pointe-aux-Trembles. Puis même à Tadoussac. Puis pourquoi pas le Labrador, dans quelqu'un? Cet immense territoire a été colonisé par les Français à partir de 1830.
Bon, je t'épargne les détails sur les raisons de cette conquête, mais retiens, public, qu'à l'époque, le pays ne s'appelle pas encore l'Algérie, non. Et il vit sous la domination turque. La chicane, C'est à cause d'une chicane commerciale avec la France que le D d'Alger, D-E-Y, oui, c'est son titre. Ça, c'est une sorte de petit boss de la place qui administre le bled au nom des Turcs. Ah, fouille-moi qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné. Dans l'énervement des discussions avec le représentant de la France, le D d'Alger pète sa coche, comme on dit, et en vient au coup avec le français. Oui, effectivement, en venir au coup peut-être un bien grand mot. Disons que quand la chicane a pogné sur des questions de gros sous, le D d'Alger a frappé du manche de sa tapette à mouche le consul de France en personne. Bon, alors, on prend une bonne combat. L'affaire de la tapette à mouche crée une onde de choc qui sera un bon mois plus tard, jusqu'aux oreilles du roi de France en personne, qui lui aussi pète sa coche, comme on dit, puis pas à peu près. Bon, il s'est senti bien insulté, le roi des Français. Il l'a pris bien personnel. Bon, évidemment, il n'en reste pas là. Son égo, qui lui donne l'ordre à sa marine et à son armée de se diriger vers Alger. Et un bon 3 ans plus tard, Alger se rend. Alger est prise le 5 juillet 1830. Ça va? C'est très bien, c'est clair, c'est ça. Mais je rappelle aussi qu'avant, les Turcs, qui étaient quand même là depuis 3 siècles, l'Algérie avait été déjà occupée ou colonisée par les Phéniciens, les Romains, les Byzantins, les Vandales, les Arabes, les Espagnols, et j'en passe. À preuve, au 5e siècle, on compte pas moins de 600 évêchés en Afrique du Nord. Et les autochtones, qu'on appelle les Berbères, sont à l'époque des chrétiens. Oui, mais tous ces envahisseurs ne se comportaient pas de la même façon. Les Turcs, par exemple, s'intéressaient surtout aux bords de mer, avec quelques ports fortifiés d'où partaient des pirates. Les barbaresques, c'était le nom qu'on leur donnait, partaient de là pour capturer les otages qui étaient ensuite ramenés des prisons d'Alger. Les chrétiens étaient alors réduits en esclavage et les Turcs exigeaient des rançons énormes. Cervantes, vous connaissez Cervantes? L'auteur de Don Quichotte. Oui, exactement, le Don Quichotte. Et bien, lui, il était en grande mer alors qu'il se rendait de Rome à Barcelone. Esclave, malheureux, pendant 5 ans au bail d'Alger. C'est long, 5 ans. Et pas moins de 2 tentatives d'évasion avant que sa famille puisse réunir le montant de la rançon. Bon. Là, vous vous accordez beaucoup trop sur l'histoire de l'Algérie. Mettez tout de suite le focus sur Camus. Bien, Camus fait partie de ces Français, plus largement de ces Européens venus surtout d'Espagne et d'Italie, aussi de Grèce, de Malte, et même d'Allemagne, qui ont colonisé l'Algérie à partir de 1830. Par sa mère, elle est d'origine espagnole, et du côté paternel, ses ancêtres viennent de France. Il raconte tout ça dans ce fameux manuscrit retrouvé sur les lieux d'accident. Je trouve qu'on passe trop vite sur la conquête. Ça n'a pas été une partie de plaisir pour les Français, loin de là. L'émir Abdelkader a été le héros de la résistance algérienne. Pendant 17 ans, à lui seul, il tient tête à la France. C'était pas seulement un guerrier redoutable, mais aussi un poète, un amoureux des arts et des sciences, un philosophe, et surtout un homme détaché des biens matériels. Après la défaite de ses troupes, il est déporté en France où il sera emprisonné de longues années. Il découvre alors la beauté et la richesse des villes et des campagnes. Et vous savez ce qu'il dit à ces gardiens? Pourquoi donc avez-vous quitté un pays si charmant pour venir nous faire la guerre en Algérie, à nous, qui sommes si pauvres? Tu sais que cette question, un Huron ou un Iroquois aurait pu la poser à un conquérant de la Nouvelle-France. Enfin bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois la conquête achevée, la colonisation commence sur une formule bien éprouvée. Des concessions sont accordées aux colons, chargés de les mettre en valeur, le tout sous la seule protection de l'armée. On refoule les nomades, et la propriété privée n'a aucun sens. Et à la place de ces terres qui leur sont à l'abandon, les colons, toujours plus nombreux, construisent des terres, des fermes, des barrages, des ports, enfin bref, l'éternel
rivalité entre le nomade et le sédentaire. Abel et Caïn. Comme tu dis, c'est exactement le même scénario qu'ont vécu ici les Amérindiens pour qui la colonisation signifiait rétrécissement et refoulement de leur terre ancestrale. Le territoire, c'est le seul témoin du passage des hommes, la seule valeur sûre. Être de la place. C'est comme ça qu'on appelle, à une époque pas si lointaine, les natifs du coin. Mon père me racontait que son père s'était marié avec une fille de la place à Neuville. Mais jamais on ne l'avait traité comme quelqu'un qui venait de la place. Jusqu'à la fin de ses jours, même s'il est mort sur ses terres, c'était quelqu'un qui venait pas de la place. Ça prend combien de générations avant de se faire dire qu'on vient de la place? Et aujourd'hui, est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Hey, de la place. Qui peut dire encore, moi, je suis de la place? C'est sûr qu'il devait bien y avoir quelqu'un qui était de la place, mais avant l'autre, qui s'est réclamé bien plus d'être de la place. Bon, la place, c'est seulement un territoire où les gens vivent au quotidien. Le reste, c'est de l'histoire. Des successions de couches qui s'accumulent les unes sur les autres. Quand on est de la place, ça veut juste dire qu'on occupe le dessus de la couche, en attendant plus tard la couche du dessus. Non? Non. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a dans l'histoire des injustices qui méritent réparation, puis s'il le faut, par la violence. En tout cas, aujourd'hui, des milliers d'immigrants convergent du monde entier vers la vallée du Saint-Laurent, ses villes, ses villages, ses fermes, ses industries, ses universités, tout ce qu'on a bâti au fil des générations, tous ensemble. Savez-vous que Camus s'est arrêté à Québec en 1946? Il contemple le fleuve depuis la terrasse du frère et il s'émerveille sur ce passé d'homme venu lutter dans la solitude, poussé par une force qui les dépassait. Quand c'est écrit dans son journal de voyage. Camus est né en 1913, 83 ans exactement après la conquête, dans une ferme perdue, non loin de la frontière tunisienne. Son père est ouvrier agricole. Sa mère, on l'a déjà dit, d'origine espagnole, connaît à peine quelques mots de français. Elle est analphabète. Le père meurt l'année suivante sur un champ de bataille de la guerre 14-18, en France. Le jeune Camus est donc orphelin très tôt. La mère quitte aussitôt la ferme pour se réfugier auprès de sa propre mère, qui vit dans un des quartiers les plus pauvres d'Alger,